Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Numa Press. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'explorateur de la page de cinéma créé par Numa Press, ce qui va être aussi le prétexte pour moi pour introduire un certain nombre d'outils et de techniques que nous avons développés dans le cadre du projet pour pouvoir réussir à traiter automatiquement des grands corpus de presse. Alors, voici à quoi ressemble l'explorateur NumaPress de la page de cinéma, donc il compile environ 4000 suppléments hebdomadaires publiés dans la presse quotidienne française pendant la première moitié du XXe siècle. En réalité, la période est nettement plus courte puisqu'on est face à un objet qui a vraiment une histoire précise, qui commence véritablement à émerger. Alors, il y a quelques expérimentations depuis les années 20, mais qui commence vraiment à émerger à partir de la fin du muet, donc vers 1927, voire carrément 1930 et qui commence à disparaître déjà après 1935, en partie en raison de l'inflation du contenu cinématographique qui en vient à se disperser dans plusieurs pages du journal. Alors, c'est un objet qui est quand même très précis, donc la page de cinéma, parce que vraiment les journaux ont investi la page, ils n'ont pas seulement essayé d'inventer des codes pour le journaliste de cinéma, mais plus largement, en termes de présentation visuelle, on a des agencements un petit peu virtuoses. Je vous donne un exemple ici, donc 4 exemples qui se trouvent là et donc qui montre bien qu'il y a un effort particulier de composition qui est fait et un effort particulier aussi d'interaction entre le contenu visuel et le contenu écrit. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est aussi à une époque où l'image dans la presse est encore une chose relativement nouvelle. Il n'y en a quasiment pas avant 1912-1913, donc juste avant la Première Guerre mondiale. Donc, au moment où ces pages de cinéma arrivent, c'est encore vraiment nouveau pour la presse quotidienne de réussir à utiliser ces images. Et là, on est face à un usage qui est beaucoup plus intensif, beaucoup plus créatif, lié au fait que ce dont on parle, c'est principalement d'objets visuels. Donc, ce qui est intéressant dans ce corpus, c'est principalement de pouvoir faire des requêtes ciblées. Donc là, on peut les faire au niveau du texte. Et là où c'est intéressant, c'est que le problème que vous avez lorsque vous consultez des contenus sur Gallica, donc c'est extrêmement riche, mais si vous avez une idée précise de la thématique dans laquelle vous voulez vous inscrire, donc par exemple en l'occurrence ici la critique de cinéma, et que vous faites une requête assez vague, donc ça peut être sur une star, ça peut être sur un objet comme la télévision, bah, vous allez avoir plein de contenus qui vont rien avoir avec ça. Donc là, ce qui est intéressant ici, c'est que si par exemple je tape quelque chose comme la télévision, justement, et que je soumets la requête, donc si par exemple je clique ici sur la première occurrence, donc vous avez vision dans le matin du 30 mars 28, je vais revenir sur Gallica et on va avoir effectivement la première occurrence télévision. Alors, c'est juste une petite brève, donc c'est l'activité à l'étranger. Donc voilà, donc on est vraiment dans cet espace-là et évidemment si on compute les résultats, on va avoir la même chose. Je peux faire une autre requête par exemple si je tape Greta Garbo. Et donc c'est pareil, on va avoir donc les premières occurrences de Greta Garbo dans les différentes pages de cinéma. Donc on sait qu'on est dans cet espace-là, et notamment ça évite d'avoir toutes les choses qui ne seront pas directement liées au cinéma. Donc c'est un bon moyen de pouvoir ainsi trier d'emblée les requêtes. Alors là où le projet va plus loin, c'est que non seulement il rend possible donc de faire des recherches ciblées, mais il rend aussi possible de chercher des objets qu'on n'arrivait pas à trouver jusqu'à présent, qui sont les illustrations. Parce que comme je le soulignais, la page de cinéma, l'objet page de cinéma, c'est avant tout du journalisme illustré, c'est une expérience de journalisme illustré qui va beaucoup plus loin que ce qu'on arrivait à faire jusqu'à présent. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous avez ici donc un moteur de recherche d'images qui fonctionne avec 2 entrées. Donc la première, ça va être, les catégories. Donc là, c'est un modèle qui a été créé, qui identifie automatiquement différents objets, différentes personnes, différents arrangements. Donc ici, par exemple, je vais commencer donc simplement, donc par exemple, portrait d'homme ici. Donc là, vous allez avoir que des hommes qui s'affichent. On peut demander donc portrait de femme, vous allez avoir que des femmes qui s'affichent. Et on peut aussi demander des choses plus étonnantes, par exemple comme, scène de repas. Donc visiblement, c'était effectivement un objet qui revenait souvent. Donc si vous tapez là-dessus, vous allez avoir pareil, que des scènes de repas qui s'affichent. Donc là, c'est pareil, que des gens qui sont en train de manger, donc visiblement, il y a une obsession avec ça. Et si vous cliquez sur une image en particulier, donc par exemple ici, ça va vous rediriger vers la page d'origine où apparaît cette image. Donc là, vous pouvez faire vraiment l'analyse précise de voir exactement à quoi ça correspond. Alors, généralement, quand vous regardez les portraits, ça va être des portraits de stars. Lorsque vous regardez des scènes, donc comme les scènes de repas ou d'autres scènes, généralement, c'est des photogrammes, c'est des extraits de films. Donc, ça peut être intéressant de trier ça. Donc là, c'est pour des recherches un peu d'ensemble, vraiment sur des esthétiques globales. Mais là où on peut aller nettement plus loin, c'est qu'on a aussi essayé d'intégrer les légendes sous les photographies.
Donc si par exemple ici, je tape une requête Dietrich et que je soumets la requête, on va avoir des portraits principalement de Marlène Dietrich. Alors, il n'y a pas que ça, puisque par exemple ici, là, c'est un de ses partenaires à l'écran, qui n'est pas Marlène Dietrich, mais néanmoins, on a Marlène Dietrich mentionnée dans la légende. Donc, si on veut pouvoir uniquement avoir des portraits de Marlène Dietrich toute seule, on peut combiner ça avec Dietrich, portrait de femme. Et là, on va avoir que des portraits de Marlène Dietrich, il n'y en a pas beaucoup. On peut faire la même chose sur Greta Garbo. Et pareil, on va avoir que des portraits de femmes de Greta Garbo qui se trouvent ici. Et à nouveau, même système, simplement en cliquant sur l'image, vous allez être redirigé vers Gallica. Donc voilà ici, Greta Garbo contre John Crawford, donc on voit bien ici une mise en scène. Alors, c'est intéressant évidemment de pouvoir cliquer sur l'image, parce que lorsqu'on regarde toutes les images sont présentées comme sur Google Images, elles sont en plat, ça vous donne pas une idée du contexte, dans la manière dont ça va être utilisé. Donc c'est là où c'est important de pouvoir repartir dans le contexte. À chaque fois, on fait la décontextualisation pour la recontextualisation. L'idée, c'est bien de pouvoir revenir vers le support d'origine à chaque fois. Alors, comment le corpus était constitué? Ça aurait pu se faire à la main, mais ça aurait pris quand même beaucoup de temps. Au lieu de ça, on a utilisé une méthode semi-automatique. Donc concrètement, on a créé un modèle qui a appris à reconnaître les différents genres journalistiques de l'entre-deux-guerres. Donc ici, vous avez une sélection de 10 genres parmi les 20 genres au total. Et dans ces genres-là, évidemment, vous avez cinéma. Donc là, ça vous montre le vocabulaire utilisé par le modèle. Alors c'est automatique, hein, c'est le modèle lui-même qui a trouvé les mots qui lui sont les plus caractéristiques de chaque genre. On lui a juste donné une liste de textes et puis il a essayé d'extrapoler ça. Et dans le cadre de cinéma, ben, vous allez avoir des choses très attendues, hein, film, cinéma, écran, scène, rôle, acteur, tourné, interprété, et ainsi de suite. Donc on voit bien ici comment on peut réussir à déduire le genre. Alors évidemment, ce n'est pas une opération parfaite. Notamment, on va avoir des effets d'entremêlement entre le cinéma et le théâtre. Donc ici, vous avez une page de cinéma d'un côté, de l'autre, sa projection visuelle avec des couleurs pour les différents blocs de texte. Alors il y a des blocs qui ne sont pas colorés parce qu'ils ne contiennent pas de mots, hein, c'est des images ou pas assez de texte. Et ensuite, vous avez donc l'estimation. Et donc, on a en vert à peu près, vous avez tous les blocs classés comme du cinéma. Puis il y a des blocs qui sont classés autrement. Alors, ça peut être légitime, ça peut être de la publicité, ou ça peut être parce qu'il y a des effets d'intellectualité. Alors là, évidemment, il y en a pas mal avec le théâtre. Donc là, évidemment, il faut en tenir compte. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on entraîne ça à une très grande échelle, ben, statistiquement, on va avoir beaucoup plus de cinéma dans la page de cinéma. Donc ici, je vous montre un exemple. C'est un petit zoom sur la période de janvier 1928 dans Le Matin. Donc c'est le nombre de blocs classés comme des textes de cinéma. Et on voit bien les points qui se dessinent. C'est comme un sismogramme sur le jour où est publiée la page de cinéma, qui est à l'époque le jeudi. Donc on voit bien ici comment cela se dessine. Et après, évidemment, on peut étendre ça à grande échelle. On peut faire ça sur une plus longue période. On peut faire ça sur une période encore plus longue. Et on voit bien ici comment cette classification, elle nous aide non seulement à pouvoir identifier les pages de cinéma, mais également à pouvoir même pouvoir faire des études d'ensemble pour voir à quel moment cette page se développe, à quel moment elle gagne en ampleur et ainsi de suite. Donc ici, on voit clairement qu'il y a un grand breaking point vers 1927 parce que c'est le moment où la page de cinéma a été tellement établie. Avant, c'était juste une critique hebdomadaire. Alors, pour les images, comment ça a pu fonctionner? Ben, donc, on a créé, même chose que pour le test, on a créé un modèle qui a appris à reconnaître les différentes formes. Donc, on est parti d'un corpus de 2705 images, on les a rangées dans des boîtes. Donc, ces boîtes, vous les voyez définies ici. Et en fonction à la fois ben, des formes qu'on constatait, de ce qu'on voulait mesurer, et ainsi de suite. Et de ce qui était aussi mesurable aussi, puisque le modèle n'arrive pas forcément à identifier tous les différents objets. Mais donc, on a un modèle qui donc est historique, qui est pensé pour la période.